France. France? I heard everybody in France speaks Arabic now. No? No. Really? Yeah, no, why? I don't know. I heard they're burning everything. Sometimes they burn some cars, but Sometimes. not everything. And at least they don't speak all Arabic. You should change TV station. They're building mosques everywhere, right? You guys are letting it go. You guys on the forefront. What was it? Charles Martel. Charles Martel. Martel held him back. Held him back. But you guys are letting it go. Western civilization depends on you guys. You gotta keep them back. You need a new Charles Martel. Yeah, but it's not the same now. It's different. How is it different? Because we can live together. C'est de religion, mais pas de truc de terrorisme, hein, mais on parlait souvent de religion, oui. On parlait de... Voilà, on disait des choses comme installer la charia dans les pays musulmans, des choses comme ça, et moi j'étais d'accord avec lui, on parlait de ça, moi on avait les mêmes, comment dire, les mêmes idéologies, mais sans tuer des gens ou quoi, moi ça m'a jamais intéressé, pour moi c'est pas normal de faire des trucs comme ça. D'enlever la vie à quelqu'un, même dans la religion, c'est un truc qu'il faut pas faire, à part dans une guerre sainte. Leur drapeau et des concerts de klaxons. Cette quarantaine de militants pro-palestiniens a fait l'étape en voiture dans plusieurs communes en périphérie de Lyon. D'abord au départ de Vénissieux, puis direction Saint-Fond, ensuite Vaux-en-Velin pour finir à Villeurbanne. Sur leur chemin, ils reçoivent des signes de soutien de la part des passants. Allahu Akbar. On n'a pas peur. On est né musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Have you ever heard of Dar el-Harb? There is a house of war in the house of Islam. If you are not in the house of Islam, you are in the house of war. War is the perpetual state of those who are not in the Islamic world. There will be war. Not yet. Well, we will see. I don't know. I don't think. You must remain strong. Like us, strong. Ukraine, Arménie, Israël. La guerre comme solution au conflit redevient une norme. Aujourd'hui, je vais vous proposer une analyse des raisons du retour des guerres, des formes qu'elles peuvent prendre et de leurs conséquences. Vous verrez, mon analyse sera fidèle à la maxime « Les hommes forts créent des temps de paix, les temps de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps de guerre ». Avant de commencer, je vous affiche mon Instagram qui est le principal canal communautaire où l'on peut communiquer directement. D'abord, pour plonger cette analyse dans un événement d'actualité, il convient de parler d'Israël et de la guerre que vient de provoquer le Hamas. Je ne vais néanmoins pas retracer l'histoire de l'attaque des derniers jours, car de nombreux analystes et médias l'ont déjà fait. En revanche, pour que vous compreniez sur quelle matière je développe mon raisonnement, il convient de faire une brève remise en contexte. Je répondrai enfin à la question « Pourquoi un conflit en Israël a tant de répercussions en Occident ?» La présence du peuple d'Israël, peuple hébreu, en Palestine est attestée dès le début de l'âge de bronze, en 1200 avant Jésus-Christ. Au fil des ans, le peuple d'Israël va se fédérer en plusieurs royaumes avant de subir les conquêtes égyptiennes, babyloniennes, macédoniennes et romaines. L'Empire romain va exercer une oppression du peuple juif qui va précipiter les premières migrations israélites, entamant la création d'une diaspora à travers le monde. La Palestine est ensuite conquise par les Arabes au 7e siècle. C'est à cette époque que le peuple arabe apparaît dans la région. Les États latins d'Orient durant les croisades et l'Empire ottoman à partir du 16e siècle accentueront les migrations des Juifs hors de Palestine. Le résultat démographique de cette chronologie est que la Palestine, jusque dans les années 1920, est un territoire arabe qui ne fut cependant jamais indépendant. Tant au royaume chrétien européen, tant au califat islamique turc, l'histoire médiévale et moderne de la Palestine atteste qu'elle ne fut jamais un royaume ou État arabe. C'est en 1920
quand le traité de Sèvres démantèle l'Empire ottoman, que la Palestine devient un État administré par l'Empire britannique. Et là, plusieurs phénomènes viennent bousculer la situation en Palestine. Le premier, c'est la naissance du sionisme, sous l'impulsion de l'écrivain austro-hongrois Theodor Herzl, qui écrit Der Judenstaat en 1996 et qui alerte sur la montée de l'antisémitisme en Europe. Il explique que le peuple juif ne pourra pas vivre indéfiniment au sein d'autres peuples et qu'il a besoin de se réunir dans une forme moderne des royaumes juifs qui existaient auparavant en Palestine. Le mouvement sioniste est consacré en 1917 par Arthur Balfour, le ministre des Affaires étrangères britannique, qui, dans la déclaration Balfour, promet que le mandat britannique en Palestine a vocation à favoriser l'immigration juive afin de constituer un foyer national juif. Le second phénomène, c'est le moustachu allemand et la Shoah. Le troisième phénomène est la conséquence des deux précédents. C'est l'immigration juive massive en Palestine. Phénomène démographique déterminant vient changer l'histoire de ce territoire puisque sous le mandat britannique, la population musulmane double et la population juive est multipliée par 10. Seulement les Arabes ne le voient pas du même œil. Ils ont conquis et colonisé le territoire depuis 13 siècles et désormais c'est chez eux. Dès lors, à l'image de la grande révolte arabe entre 1936 et 1939 qui entraîne plusieurs massacres de 300 juifs en Palestine, les Arabes qui défendent leurs terres font face aux colons juifs qui utilisent deux méthodes de colonisation. Une méthode démographique avec l'immigration et la natalité, et une méthode territoriale ou économique avec l'achat de terres aux Arabes. Le conflit prend de l'ampleur en 1948, quand Israël obtient l'indépendance. Un plan de partage de l'ONU établit un État arabe et un État juif. Mais les États voisins arabes n'acceptent pas la naissance de cet État juif en Terre Sainte et déclarent la guerre à Israël, qui sera suivie d'autres guerres comme la guerre du Kippour ou la guerre de 6 jours. Israël les gagne toutes et accroît son territoire. Et concrètement, ça se traduit par le fait qu'Israël adopte les frontières que la Palestine sous mandat britannique avait, plus les territoires annexés suite aux guerres, en Syrie notamment. En revanche, le territoire est aménagé en plusieurs zones. L'ancien État arabe devient une zone sous autorité palestinienne. Cette autorité dispose d'un gouvernement et d'un parlement qui administre Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Sauf que dès les élections législatives de 2007, le Hamas gagne dans la bande de Gaza et fait sécession avec l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas. Le Hamas militarise la bande de Gaza, l'autorité palestinienne devient illégitime d'année en année et la politique de colonisation d'Israël en Cisjordanie provoque l'effacement de la Cisjordanie comme entité autonome. Le dernier problème donc d'Israël, et non des moindres, c'est Gaza, avec sur son sol le Hamas et bien sûr la haine du sionisme par la population arabe qui va de pair aujourd'hui avec antisémitisme, bien que ce soit deux choses différentes. Et on a un des membres du bureau qui nous a raconté une histoire épouvantable d'une de ses connaissances. C'est un père de famille à qui le Hamas a envoyé sur son téléphone la vidéo de sa propre fille de 8 ans en train de se faire violer. J'ai plus de mots, monsieur Bourdin. J'ai plus de mots. Ce qu'on voit sur les vidéos, ça dépasse ce que le cerveau est humainement capable d'accepter. Et quand je vois ce qui se passe en France, tous ces soutiens au Hamas, des soutiens politiques ou syndicalistes, je tiens à vous le dire aujourd'hui, c'est Israël qui a attaqué. C'est nous qui sommes visés en tant que juifs, comme disait la dame d'avant. Mais demain, ce sera dans vos maisons qui vont rentrer. Ce seront dans vos filles qui vont violer, vos fils qui vont massacrer, parce qu'on a trop d'islamistes en France qui cautionnent ces exactions. Vous les voyez tous dans la rue avec les drapeaux palestiniens. Un 11 septembre israélien, le déluge d'Al-Qassam. Le 7 octobre 2023, un millier de moudjahidines du Hamas arrivent en Israël depuis la bande de Gaza à l'aide de parapentes, bulldozers, quads, bateaux. Le 13 octobre 2023, l'armée israélienne établit à 1300 le nombre de morts israéliens. Le gouvernement israélien a annoncé l'entrée en guerre contre le Hamas. Côté palestinien, on compte plus de 1000 morts et les bilans ne font que s'accroître. L'armée israélienne a balancé des tracts écrits en arabe pour sommer les civils à quitter la ville de Gaza pour se diriger vers le sud. Sans quoi, ils seront bombardés. Dans ce conflit, il n'y a pas de justice absolue. Soit on soutient Israël, soit la Palestine. Dans les deux situations, cela induit de chasser un peuple de Palestine, juif ou arabe. Il n'y a donc pas de vérité morale, pas de méchants ou de gentils. D'un côté, il y a des moudjahidines qui décapitent des femmes et des enfants, c'est l'enfer. Mais il faut savoir s'extraire du sentiment et comprendre le conflit en profondeur.
Le Hamas ne représente pas la cause palestinienne, c'est la conséquence de la haine raciale et religieuse qui mène à l'extrémisme. De l'autre côté, il y a un gouvernement israélien qui bombarde des civils, dont des enfants, et colonise les terres arabes. Mais les bombardements israéliens sont généralement faits en réaction aux attaques qu'ils subissent et par nécessité de protéger le peuple juif et de lui faire retrouver ses droits sur sa terre d'origine. Certains veulent nous faire croire à une troisième voie, les bisounours habituels qui n'ont aucune compréhension du conflit, aucune prise de conscience de la violence et de l'état d'esprit des populations qui se font face. Fondamentalement, profondément, aucun des deux camps ne veut vivre côte à côte. L'un des deux gagnera à long terme et dominera l'autre. En 1947, à la fondation d'Israël, on a eu la solution à deux États. Les Arabes ont refusé et ont déclaré la guerre à Israël. Suite aux accords d'Oslo, on a eu soi-disant un accord de paix historique séparant l'autorité juive et l'autorité arabe, avec des prix Nobel en voiture, en voilà. Et ça, c'est ce qu'on lit dans les livres d'histoire de la République française rédigés par les bisounours. Parce qu'en sous-main, on a d'un côté Yasser Arafat, le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, qui déclare à la télé « Les Palestiniens recevront tout territoire qu'Israël leur remettra ». Puis l'utiliseront comme tremplin pour procéder à d'autres gains territoriaux jusqu'à ce qu'ils obtiennent la libération totale de la Palestine, la liquidation de l'État juif. En somme, la population est rassurée, mais les gouvernements restent en tension. Des deux côtés, Israël et Palestine, les chefs des camps opposés se sont montrés hostiles à la bonne application de l'accord et l'obtention de la paix, notamment avec, du côté israélien, les politiques de colonisation en Cisjordanie. Il convient de distinguer l'autorité palestinienne du Hamas, mais il faut expliquer que la différence entre ces deux entités, ce sont les méthodes. L'une, le terrorisme et la guerre, l'autre, la diplomatie et la politique. Mais la finalité est la même, c'est la suppression d'Israël pour un État palestinien unique. Shimon Peres, le co-détenteur du prix Nobel de la paix 1994 avec Arafat, disait « Arafat a commis sa plus grande erreur lorsqu'il s'est tourné vers le terrorisme. Il a enregistré ses plus grands succès lorsqu'il a tenté de se tourner vers la paix. » Autrement dit, la cause palestinienne a obtenu le statut de victime et redonné son image lorsque ses représentants ont cessé de pratiquer le terrorisme. C'est le Hamas qui a hérité de l'image de bourreau d'Israël en poursuivant la lutte armée. Mais fondamentalement, même si l'OLP et le Hamas sont rivaux, ils se battent pour la même chose, la même domination de la Palestine par les Arabes sur Israël. C'est comme Daesh et Al-Qaïda. Ils se foutent sur la gueule, mais ont un objectif commun, l'établissement de califats islamiques. À la fin, quelle solution avons-nous? Le statu quo, la solution à deux États, le rêve de la paix et de la coexistence entre deux peuples qui se haïssent? L'histoire nous enseigne que la paix est impossible. Elle nous enseigne que les deux civilisations ne peuvent pas vivre ensemble, que le sionisme et le nationalisme arabe sont deux idéologies qui ne peuvent être anéanties que par la victoire de l'une sur l'autre. C'est un conflit qui n'a selon moi pas de juste milieu. Tu soutiens l'un ou l'autre. Alors oui, c'est moche. Oui, ça implique la domination des uns sur les autres. Mais c'est mieux que 1000 ans de guerre supplémentaires. Mieux qu'une illusion de paix qui font baisser la garde à des familles et qui un matin se font violer, décapités et assassinés par des moudjahidines qui vivent de l'autre côté du mur. Moi aussi, j'aimerais que le monde soit tout beau, sans guerre, que tout le monde s'aime, mais ça n'existe pas. Ce sont des fantasmes d'occidentaux biberonnés au temps de paix, à l'état-providence et au confort qui n'ont pas conscience de la dureté et de la cruauté de la vie et de l'histoire. Et revenons sur le terme de paix. La paix, ce n'est pas un statu quo où deux peuples se croisent, vivent côte à côte ou face à face sans se taper. La paix, c'est un état d'esprit. C'est l'anéantissement de toute animosité, de toute violence physique ou idéologique entre deux peuples. On ne fait pas de paix avec un cessez-le-feu ou des compromis qui frustrent les deux parties et entraînent la haine. C'est en décrivant ce conflit avec nuance et dans sa complexité qu'on comprend que les deux camps ont leur raison et que, dans les deux cas, l'issue du conflit est la domination d'un peuple sur l'autre. Je sais que ça fait mal à admettre pour les partisans de la paix à deux États, mais cette solution est une fausse solution car elle n'est pas paisible. Ça ne sert à rien de soutenir quelque chose qui n'est pas réalisable. À vous de choisir à quel camp vous appartenez. Et normalement,
votre identité communautaire et civilisationnelle vous le dicte. Et c'est là que dans mon raisonnement, on change de géolocalisation et qu'on arrive en France et plus largement en Occident. Je suis d'accord avec Mélenchon, moi, personnellement. Israël qui est le principal criminel, occupant, terroriste et colonisateur de la Palestine. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Shame on you! 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 Partout dans les rues occidentales, les peuples s'affrontent. Des communautés se font face. Un conflit entre juifs et arabes au Proche-Orient oppose les rues d'Occident entre Européens et Arabes. Pourquoi? Car nous sommes deux civilisations différentes, deux peuples différents. Nous avons chacun une sensibilité différente envers chacun d'eux. Et comme je vous l'ai expliqué, ce conflit insoluble, où chaque camp a ses torts et ses raisons, on défend les siens ou ses semblables. Depuis des années, l'immigration islamique pratique la taqiyya, consciente ou inconsciente. La première étape fut de détruire l'assimilation et la remplacer par l'intégration. Comprendre que le simple fait de contribuer à l'économie de la société du pays dans lequel on immigre suffit pour en obtenir la nationalité. On a donc perverti la nationalité qui décrit une réalité sociale et culturelle en la changeant en un caractère purement administratif, un bout de papier. Ensuite, la garde culturelle et identitaire étant baissée, la société individualiste a refusé de voir et de porter de l'importance à l'aspect communautaire de l'immigration. On accueille des individus, des êtres humains, et non des Maliens, des Algériens, des Tchétchènes. Les politiques de gauche, les citoyens bien pensants ou les descendants des premières vagues d'immigration ont entretenu la destruction de la France en prétendant la défendre. Ils ont donc mené une guerre idéologique dissimulée. Mais aujourd'hui, l'heure de la dissimulation est terminée. Aujourd'hui, les camis et les abayas sont dans nos écoles et dans nos rues. Les vendredis, jours de mosquée, les rues se remplissent de musulmans en camis qui vont à la mosquée. L'offensive culturelle est lancée. Ces attitudes débridées sont des symptômes d'un peuple français qui ne connaît plus son identité, ne la défend plus et ne se sent plus appartenir à une communauté culturelle. On défend ce qu'on aime et on aime ce que l'on connaît. La méconnaissance de l'identité française par les Français eux-mêmes les empêche de se défendre. Le simple fait de poser la question « Qu'est-ce qu'être français ?» c'est y répondre. Ta gueule, mets pas ton doigt à ta mère. On la bouge ta mère. Bouge ta mère. Bouge ta mère. Je te tuto. Va te plaindre. Vas-y, va. Madame, allez-y. Ah, va te plaindre ta mère, wesh. J'ai peur ou pas? Vas-y, coupe. Je suis sérieux, hein. Je suis sérieux, ouais. Pourquoi tu te mets les épées, wesh? J'ai envie de te niquer ta mère. Bouge ta mère, voilà. Sur la mec, là, je te nique ta mère. Sur le Coran. Regarde ta grand-mère là plus de moi, voilà. Trou du cul, voilà. Sale facho, sale raciste, j'ai envie de te niquer ta mère. Voilà, blanc cul de mes couilles, bro. Raciste, Le Pen, va voter Le Pen ta mère, wesh. Ah, va voter Le Pen ta grand-mère la pute. Sale blanche. Quand tu vas pris ton téléphone, sale blanche, nique ta mère, tu vois pourquoi? Allez-y, madame. Voilà, c'est niquer sa mère et le coin, s'il te plaît, wesh. C'est un blanc de merde, je te dis. C'est un blanc de merde. C'est un blanc de merde, je répète. Ça, c'est pas raciste. Je dis blanc de merde. Ah oui, c'est des gros menteurs. Il est là, le mec, tu cherches le malin. Il est là, dans la police. Quelle approchage, tu vois, avec une voix qui dit non, pardonne-moi. Ces images attestent que la pression sur les Français commence à être exercée. Plus le temps passera, plus elles vont s'accentuer. Les agressions d'étrangers sur les autochtones sont quotidiennes.
Tout le monde le sait, mais admettre ce qu'on a nié et combattu depuis des décennies fait mal aux esprits bien pensants. En Israël, deux civilisations s'affrontent. En Occident, c'est la même chose. La différence, c'est que l'une en a conscience et l'autre ferme les yeux et par lâcheté refuse de le voir. On revient au dicton « Les hommes forts créent des temps de paix, les temps de paix des hommes faibles et les hommes faibles des temps de guerre ». Aujourd'hui, le temps de paix a manufacturé ces fameux hommes faibles en quantité industrielle. Alors, le temps de guerre va-t-il advenir ? Aujourd'hui, on constate que lorsque la civilisation judéo-chrétienne affronte la civilisation islamique en Israël, cet affrontement rejaillit en Europe. Et de quelle manière ? On l'a vu, nos rues sont envahies par la civilisation islamique pro-palestinienne. Si l'on compare la place de la République à Paris avec les rues d'Irak ou du Maroc, on ne voit pas de différence. Ça veut dire que la rue, qui est l'expression populaire, est contrôlée par la population étrangère en France. Si ça, ce n'est pas la preuve du grand remplacement, je pense qu'on ne peut rien pour vous. L'image des rues européennes aujourd'hui, ce sont des Arabes qui manifestent leur soutien à la Palestine lorsque le Hamas vient de tuer 1500 civils de la manière la plus atroce. Ainsi, aujourd'hui, les conflits ne sont plus seulement d'un État à l'autre, ils sont de peuple à d'autres. Or, la mondialisation et l'immigration ont mélangé les peuples sur les mêmes territoires sans s'assurer qu'ils partageaient les mêmes projets, les mêmes envies, ou s'ils pouvaient vivre ensemble. Et aujourd'hui vivent dans les mêmes sociétés des peuples qui se détestent, Européens contre Africains, chrétiens contre musulmans, à l'image de Palestiniens contre Israéliens. Nous entrons dans l'ère des guerres de civilisation. Il convient alors de savoir à laquelle vous appartenez. Et malheureusement pour ceux qui souhaitent une autre voie à ces affrontements politiques et dans un futur proche, physique ou militaire, la civilisation humaine n'existe pas. Être humain est une banalité qui ne suffit pas pour vivre ensemble. L'être humain a besoin de se civiliser pour vivre ensemble. Et une civilisation implique des règles qui lui sont propres. Lorsque deux civilisations se retrouvent dans la même société, elles ne poursuivent pas les mêmes buts et ne vivent pas selon les mêmes règles. Depuis des années, on entend parler de guerre civile. De plus en plus de personnes y croient et ne voient que cette issue pour l'Europe. En 2018, Gérard Collomb, en quittant son poste de ministre de l'Intérieur, disait « Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. » Ou encore Elon Musk, en voyant les manifestations pro-palestiniennes partout en Europe, écrit « Si les tendances actuelles se poursuivent, la guerre civile en Europe est inévitable. On ne fait pas société avec des gens qui ne partagent pas les mêmes manières de fonctionner. » Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à liker pour m'aider à la référencer. Et je vous invite aussi à regarder toutes les autres vidéos sur la chaîne. Je vous affiche également l'Instagram qui vous permettra de suivre un contenu exclusif et de venir discuter avec moi directement en privé.